J'accueille maintenant avec plaisir Daniel Latulippe. Bonjour Daniel. Bonjour. Bonjour, alors heureux de te revoir en studio avec nous. Tu représentes encore le Raccord de façon intérimaire, Oui, oui, mais oui. on est heureux que tu viennes à notre micro justement. On va parler ensemble d'un plan qui a été lancé en octobre 2015, donc récemment, le plan d'action en santé mentale, le fameux plan qu'on attendait depuis plusieurs années, parce que le dernier s'était terminé en 2010, 2005-2010. Celui-ci, c'était un 2015-2020. On interviewe comme ça plusieurs intervenants dans le domaine de la santé mentale parce que c'est quelque chose qui va donner un peu la marche à suivre pour le gouvernement en principe pour les prochaines années en santé mentale. Ça peut avoir beaucoup d'effets négatifs ou positifs. Donc, on aimerait ça un peu avoir ton point de vue aussi sur le document qui a quand même fait parler un peu, mais qui est encore à observer en fait. Là. Ouais, en fait, le plan qui a été, disons Lancé. qui a été lancé par le docteur Barrette a beaucoup de ressemblances avec ce que M. Couillard avait fait. Oui. Alors, on se retrouve 10 ans plus tard. C'est comme une histoire qui se répète. On lance un plan en même temps qu'on transforme complètement le réseau de la santé, ce qui fait que pendant un an, il ne se passe rien, là. Hein? Ouais. Il y a eu la création des CIUS. Avec la création des CIUS, l'arrivée de nouvelles directions, nouveaux conseils d'administration. Après ça, on a nommé les cadres supérieurs. Le plan a quand même l'avantage d'obliger les CIUS à... Bon, enfin, moi, je pense qu'on pourrait dire que c'est une obligation, c'est une mesure de nommer quelqu'un qui est à la direction de la santé mentale. Alors, les CIUS qui ont maintenant 10, 15 000 employés... Qui ont remplacé l'agence, là. Qui n'a pas, oui, d'une certaine façon... L'agence est disparue. Est disparue, donc la fonction agence qui avait une vision régionale et qui était un peu un contrepoids par moment ou qui avait une préoccupation régionale, ça n'existe plus. Montréal a 5 CIUS, 5 visions qu'on va espérer semblables en santé mentale, mais il n'y a pour l'instant pas de coordination entre les 5 CIUS expressément nommés, où il n'y a rien qui existe de cet ordre-là, puis dans le plan d'action, il n'en parle pas. C'est à côté, ça. Alors, il y a 10 ans, Dr Couillard, lui, quand il a lancé, c'était la réforme qui a créé les C3S. Oui. Alors, dans les deux cas, pendant un an, il y a un flottement où on refait la structure, on renomme des gens. Tous les gens sont obligés d'être démissionnés, ont été obligés d'appliquer sur des postes et ce sont des nouvelles directrices ou directeurs qui rentrent en poste. Certains, heureusement, arrivent et avaient une fonction similaire dans le C3S. Ouais. Mais je n'ai pas fini de faire le tour. Là. J'en ai vu 2 jusqu'à maintenant. Je ne suis pas sûr. On m'a dit qu'à travers le Québec, ce n'était pas nécessairement le cas. Donc, il y a eu des changements de personnel et pas toujours... importants de personnel. Ouais. Et là, en ce moment, dans la prochaine étape, ça va être de nommer, ce qui est peut-être déjà fait, là, les cadres intermédiaires. Donc là, on est parti d'en haut, on descend au 2e étage, là, on arrive au 3e étage et bientôt, on va voir comment cette hiérarchie-là va décider d'organiser les services en fonction du plan d'action et en fonction des possibilités budgétaires et de l'organisation qui était là avant. Puis là, est-ce qu'on va faire la même chose qu'avant? Alors, à titre d'exemple, pour la clientèle, pour les personnes qui sont à la recherche d'aide, est-ce qu'on va encore utiliser comme porte d'entrée différents points de service de CLSC ou est-ce qu'on va dire, bien maintenant, ce point d'entrée-là, ça va être pour tout le monde. S'ils veulent avoir des services en santé mentale, ils doivent aller à tel endroit. Ouais. Ça, c'est pas encore déterminé. On n'est pas rendu là. Le plan d'action reproduit ou reprend en gros les mêmes lignes que le plan précédent. On travaille très fort avec l'idée de créer une première ligne en santé mentale à l'extérieur des établissements. Donc, l'établissement, les gens sortent et vont donner des services dans la communauté. Alors, c'est très louable, c'est très intéressant. Sur papier, c'est toujours beau. Hein? C'est inspiré de ce que le communautaire fait depuis 40 ou 50 ans. Donc là, il y a sûrement un chercheur quelque part qui a fini par dire que ça avait de l'allure de faire ça, puis que ça avait des résultats positifs. Puis là, bon, le réseau entreprend ce virage-là. La différence avec il y a une dizaine d'années, c'est que là, on va faire un processus d'homologation. Alors, on va demander
aux équipes de C3S qui font ce qu'on appelle du suivi intensif ou encore du suivi d'intensité variable. On va leur demander de se conformer à un modèle, une façon de faire. Et cette façon de faire-là, cette homologation-là va être liée au financement. Donc, on aura peut-être pu, comme j'ai déjà entendu dans un colloque à un moment donné, c'était pas pour Montréal, c'était pour un autre endroit où quelqu'un, ça fait longtemps quand même, c'était dans le premier plan, quelqu'un qui avait dit je fais du suivi intensif dans notre établissement, dans notre C3S, on fait ça, on a 2 personnes à temps plein là-dessus. Alors, c'est la preuve que ces gens-là n'avaient absolument pas compris qu'est-ce que c'était une équipe de suivi intensif selon le modèle le seul modèle peut-être qui a été documenté par les chercheurs. C'est d'ailleurs une critique qu'on pourrait faire en général du réseau de la santé. Ils s'intéressent aux choses qui ont intéressé les chercheurs, qui eux-mêmes se sont intéressés à ces choses-là parce qu'il y a eu des subventions, il y a eu des intérêts. Et le milieu communautaire a peu d'accès à ce type de financement-là, à ce type de recherche-là. Moi, personnellement, je rêve du jour où nous aurons la possibilité de créer nos propres bases de données et de créer notre propre d'engager nos chercheurs, d'engager c'est ça. De développer pour prouver cette expertise-là. un peu tout à fait. Mais comment t'expliques, parce que ça fait longtemps que tu gravites dans le domaine de la santé mentale, puis à différents niveaux, différents postes, pourquoi, pourtant, les arguments qu'on donne dans le communautaire sont très bons. Les organismes communautaires disent souvent, on fait énormément avec peu d'argent, puis on a l'impression que il n'y a jamais comme un ministre, il n'y a jamais quelqu'un qui va dire, oui, je vous écoute, puis oui, c'est intéressant, puis on va y aller ensemble dans cette direction-là. C'est difficile de convaincre de nous suivre, non? Oui et non. Au fil des ans, je pense que le milieu communautaire, il y a eu un certain développement. Le problème, c'est que le développement ne suit pas la décroissance du réseau public. Et puis là, ça va s'accélérer. Ouais. Nous avons rencontré le docteur Delorme, qui est le responsable de la santé mentale au niveau du ministère. Puis lui, au niveau du financement, il n'y a pas grand-chose là, dans les mains actuellement. Ouais. Alors lui, il nous disait, vous pourriez rencontrer les CIUS, les Centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux. Il y en a 5 à Montréal. Et étant donné qu'ils ont un budget énorme, peut-être qu'il pourrait y avoir des ententes à un moment donné. Ils pourraient peut-être vous transférer ou faire des ententes là, pour certains services. Alors, la loi, maintenant, le permettrait, mais... Sauf que ça commence, comme tu disais, il y a 5 entités, puis là, par où tu commences? Est-ce qu'il y a un groupe qui va en avoir, puis les autres, tu sais, on finit plus. Là, on commence exactement. Et la question qui va se poser, c'est est-ce que c'est du financement à la mission ou est-ce que c'est du financement pour des services que devrait donner le C3S, le CU3S, mais que là, il transférerait au communautaire. Ça, en général, les gens sont moins... ça, c'est moins winner pour tout le monde parce que là, c'est perdre un peu le sens de ta mission. Ça, dans certains cas, ça peut toujours aller parce que c'est la mission de l'organisme de faire tel service. Le CU3S peut dire, OK, c'est organiser un groupe d'entraide par un centre, par des employés du réseau public ou l'organiser par des employés qualifiés dans un organisme communautaire, ça a peut-être même plus de sens que ce soit dans un organisme communautaire. Par contre, il y a peut-être d'autres genres de services ou il y a peut-être d'autres genres d'interventions qui doivent relever de professionnels du réseau de la santé, puis ça ne devra pas être transféré. Le plan d'action, il s'adresse quand même aux employés du réseau. Il est là pour donner un élan à ce réseau-là qui, après la fin de son premier 5 ans, ça a flotté pendant quelques années. Un autre 5 ans, peut-être. Oui, exactement. Il y a eu des évaluations par toutes sortes d'organisations. Et là, on se retrouve, après ce 5 ans-là, avec une nouvelle orientation, pas une nouvelle orientation, mais un nouvel élan qui confirme un peu ce qui était là au départ. Une autre différence importante qu'on voit, c'est que le mot communautaire, le mot communauté, le désir il y a une certaine reconnaissance du communautaire qui est nettement mieux marquée à l'intérieur du plan, qui est mieux souligné, et il y a des arrimages qui sont souhaités. Alors, on verra en pratique comment les CIUS ont compris ça et comment ils vont mettre en place
Là, ça va faire 1 an là, qu'ils sont en train de se placer. Fait que dans la prochaine année financière, dans les prochains mois, éventuellement, il y aura relance de comités de concertation ou de choses comme ça. Mais ce qu'on m'avait rapporté à un certain moment, c'est que le ministre Barrette, quand il annonce ce genre de plan-là, fait pas mention du communautaire. T'sais. Pourtant, le communautaire, j'arrive pas à comprendre. Il n'y a comme pas de logique. Tout le monde s'entend pour dire c'est toujours un acteur extrêmement important qui coûte pas cher. Tout ce qu'il a besoin, c'est d'avoir un certain rehaussement pour encore plus solidifier son action. Puis, je sais pas, c'est quoi pourquoi ils sont tellement frileux, les gens, justement, à prendre position. Le docteur Barrette est là pour le réseau de la santé au sens où ce qui est de la santé, c'est ce qui est dans l'hôpital. Donc, les services sociaux, le communautaire, ça, c'est ça, puis la philanthropie, ça, puis la charité dans l'ancien temps, c'est un peu la même À peu près affaire. tous les ministres ont agi de même. Là. On ne peut pas dire qu'il y a eu de... Hein? C'est des services sociaux, que ce soit donnés par une église, par un organisme communautaire ou par le privé ou par la philanthropie. Dans le fond, c'est essentiel pour la société, mais c'est pas notre responsabilité. Donc, c'est comme ça que c'est perçu, c'est ça qui est la perception. C'est ce qu'on peut lire entre les lignes. Puis, je dirais que dans les prochaines années, ça risque de s'accélérer. Là. Je ne sais pas trop comment ça va être relancé. Je ne sais pas trop où ça va s'arrêter, mais on trouve des 800 millions ici pour les médecins. On trouve 1 milliard pour certaines compagnies. Mais quand vient le temps de parler de services sociaux, non. On peut peut-être couper là-dessus. Peut-être qu'ils ne sont pas convaincus, en tout cas, mais je ne sais pas qu'est-ce que ça prend aux gens pour être convaincus, parce qu'on ne peut pas dire que vous avez chômé. Même au raccord, on a vu au courant des années énormément avec tous les autres groupes aussi, beaucoup de revendications, de manifestations, des choses bien organisées, des messages envoyés. Tu sais, c'était cohérent, c'était organisé. Je ne sais pas qu'est-ce que le milieu peut faire de plus pour... Là, ce qui est intéressant, c'est que dans les derniers mois, il y a de plus en plus de témoignages de gens, des artistes qui témoignent, qui dévoilent un peu ce qu'ils ont vécu, qui dévoilent aussi des choses assez percutantes qu'ils ont vécues. Alors ça, je pense que ça va avoir un impact. Il y a de plus en plus aussi d'articles dans les médias où on voit le travail que certains réseaux communautaires font en santé mentale, mais aussi dans d'autres réseaux, et l'impact que ça a dans la société. Donc, là, il y a un contrepoids qui est en train de s'organiser. Cependant, le risque, là, c'est qu'à un moment donné, on mise beaucoup sur le communautaire et le social de ce genre-là sans consolider ce qu'il y a dans notre réseau public. Et là, on va affaiblir la société parce qu'un milieu communautaire, oui, il peut faire des interventions, oui, il peut travailler sur certains éléments, mais il n'y a pas un contexte structurel. Il ne peut pas intervenir sur les aspects structurels de la pauvreté, sur les aspects structurels, par exemple, qui permettent l'accès à certains soins. Oui. Non, c'est intéressant. Merci beaucoup, Daniel, d'être passé à notre studio. Toi qui a comme amorcé une certaine carrière un peu plus artistique, mais qui est de retour. On apprécie que tu sois toujours aux alentours puis avec tes connaissances en santé mentale. Oui, c'est un sujet qui me passionne. Je pense qu'il y a encore beaucoup à dire, beaucoup à faire. Là. Merci beaucoup, Daniel. Plaisir. Et à la prochaine. Au revoir. À bientôt.